Salut les amigos, nous voilà réunis pour faire le bilan après ce Cash Game Challenge qui a duré un bon bout de temps, que j'ai fait principalement sur novembre. Je crois que j'ai démarré le 3 novembre et on a passé les 5000 mains ce week-end et là on a fait encore quelques petites mains avant de sortir les stats. Je suis vers 5500 mains, c'était long mais c'est fait. Et le résultat est plutôt joli, donc on va revoir ensemble le bilan de cette aventure humaine et avant tout pokéristique. Donc, bon, je pense que ce slide, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le connaissez bien. C'est un rappel, donc je vais être très bref. J'ai joué de la NL10, donc c'est des tables de cash game où on rentre avec 10 euros, on a 100 blindes de 0,1 euro. L'échantillon visé, c'était 5000 mains, bon j'ai fait un peu plus. J'avais prévu un stop loss si je perds 3 caves, c'est-à-dire que si j'arrive à moins 30, on arrête les frais, on stoppe le challenge. Et j'avais un objectif de gain de 3 big blinds 100. Voilà donc le résultat. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai dépassé les 5000 mains ici, j'ai continué pour remonter un peu. Et là, aujourd'hui, j'ai fait carrément ma meilleure session de tout le challenge. Je vous raconterai ce qui s'est passé ici, juste après avoir commenté le graphique. Donc ici, c'est voilà, la ligne des 5000. On peut considérer que le challenge s'arrête là, mais ma carrière de poker continue. Donc on avait mis comme base de gagner un rendement, on va dire, voilà, d'un joueur correct en ayant une chance normale à 3 big blinds 100. Je pense que ça s'est très bien passé pour moi. J'ai eu pas mal de chance certainement dans des gros pots. Je pense avoir bien joué. Peut-être que au niveau intrinsèque était un peu au-dessus des 3 BBB 100 que je visais. Et en plus, compte tenu là, du confinement et de pas mal de gens qui savent pas trop quoi faire, qui se mettent à faire des activités un peu en ligne, il y avait pas mal de joueurs, on va dire, amateurs, et ça a simplifié aussi l'adversité. Donc, si on reprend la courbe depuis le début, là, première session, j'avais gagné les 3 euros, et je me lance contre un mec très agressif, et je vois qu'il fait n'importe quoi, je le suis avec une double paire, et en fait, il me sort une suite super dure à lire, et boum, je me retrouve négatif dès le début, là, après, on va dire 40 minutes de jeu. Je suis déjà dans le rouge, donc j'étais un peu en panique, je me dis, oula, il est mal parti ce challenge. Et contre le même adversaire, je me refais d'un très beau plus 200 blindes ici, sachant que là, ce matin, j'étais à plus 250 blindes. Voilà, sur le même adversaire, donc là, j'y voyais un petit signe du destin, je me suis dit, c'est bien parti. Derrière, là, j'ai eu encore un gros full qui est rentré, quand le mec avait la suite ou la couleur, il m'a payé, on a fait un gros pot, boum. Et tout s'est hyper bien passé jusqu'ici. Bon, là, on sent un petit ralentissement, mais c'est à mon avis, pardon, c'est à mon avis lié au fait que là, c'est plus classique et que là, je touchais tous les foules, là, c'était la folie. Et là, voilà, petite période difficile, une session qui se passe mal, derrière, je veux me refaire, je suis un peu frustré, je joue trop de mains, je call un peu trop large, bref. Une petite session de mélange de malchance et de tilt, je joue mal, il y a rien à cacher là-dessus. Et je me retrouve ici, je suis passé de presque 100 à juste au-dessus de 50, j'ai quasiment perdu la moitié. Mais on reprend des toutes petites sessions sur une seule table pour bien se remettre en confiance. Et là, derrière, bam, on arrive très haut. Là, on est à plus 12 caves, donc c'est vraiment super bien, en moins de 5000 mains, même en moins de 10 000 mains, ça serait une belle perf. Et à nouveau, là, une série un peu plus dure, liée à certainement voilà, des sessions un peu longues, une envie de se refaire, un manque de rigueur dans mes sélections de mains. C'est-à-dire que quand on est vraiment des fois un peu frustré parce qu'on n'arrive pas à gagner autant qu'on voudrait, ou autant que la moyenne des parties qu'on fait d'habitude, on a tendance à vouloir forcer un peu les choses, coller un peu trop, et ça s'est ressenti tout de suite. Derrière, j'ai remonté un peu le tir, et juste à l'approche des 5000 mains, malheureusement, on avait un peu cassé la dynamique de montée, et bon, je crois que j'avais fait une petite session pour remonter au-dessus des 100 euros, barre symbolique ici des 100 euros. Et j'avais fait voilà, la petite vidéo en live des dernières mains du challenge. Depuis, on peut considérer que ça fait partie du challenge ou pas, mais c'est la suite de ma carrière NL10 qui est là. Et donc là, c'est vraiment bien parce que je suis revenu à ce palier. J'ai été capable, après avoir vraiment bien merdé ici, de revenir au même niveau. Et après avoir aussi bien merdé ici, de revenir à ce niveau-là. Donc on
on peut vraiment penser qu'il y a une courbe croissante et que je joue plutôt bien en fait. C'est assez sympathique de penser ça. Donc cette main-là, jouer ce matin, bah, le scénario idéal. J'ai une paire d'as, j'ai 200 blindes parce que j'ai fait plein de petits coups qui ont fait monter mon stack. Donc je démarre à 100 blindes, 108, 112, 120, 130, 140, etc. Je monte à 200 blindes. Et il y a un adversaire qui lui aussi a 200 blindes, qui est juste à ma gauche. Donc du coup, si jamais on confronte à tapis, ça fait un énorme pot à 400 blindes qui fait voilà, une différence énorme dans le graphique. Contre ce joueur, j'ai la paire d'as, j'ouvre, il fait une grosse relance, je remets une relance par-dessus à x2,2, donc on arrive déjà, je sais pas, 3 blindes, 10 blindes, on a 22 blindes. Il remet un coup, et moi, bah, vu que j'ai les as, je m'embête plus, hop, je balance tout, tapis, il me suit, il avait la paire de roi, donc de son côté, c'était bien joué, de mon côté, c'était bien joué, sauf que lui, il s'est pris un gros setup, puisque quand il a la paire de roi et qu'il balance tout, il tombe contre moi. Double setup, il fait ça quand lui, il est à deux caves devant lui, c'est-à-dire 200 blindes, et moi aussi, et du coup, c'est un énorme pot qui est rentré dans mon escarcelle. Heureusement, si jamais je l'avais perdu, bah, cette flèche-là aurait été vers ici, et là, on aurait vraiment fait la gueule. Donc il y a aussi une part de hasard, quand même, qui fait que je suis remonté aussi vite. Mais je pense que bah, déjà, j'avais eu la bonne idée de faire gonfler le pot au maximum avec les as, que ne font pas tous les joueurs. Je vois des mecs qui s'amusent à limper avec les rois, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Voilà, donc bah, c'est une courbe très satisfaisante. Il y a un parcours avec pas mal voilà, de coups durs, mais on est toujours reparti. Et on est très 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 au-dessus de ce point-là du 3 bb 100, puisque ici, quand on est aux 5000 mains, on était un peu sous les 20 bb 100. Bah oui, 20 bb 100, c'est 5000 mains, 100 euros. Et donc là, on devait être vers 19. Et depuis, on a repassé la barre des 20 bb 100. Donc, avant de vous montrer les stats, puisque je suis un grand fan de stats, je vais faire un point technique. Donc, au dernier point intermédiaire, j'avais parlé de tilt, de mental, de qu'est-ce qu'il fallait essayer de faire pour remonter la pente, des causes qui créent le tilt. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir le point à 3000 mains sur 5000 qui parle de ça. Et là, je vais parler des types d'adversaires qu'on adore affronter. Donc, il y a plein de types d'adversaires. Je vais dégager deux profils vraiment très stéréotypés euh, qui sont les deux plus rentables, clairement. Donc, le premier profil, c'est vraiment le Graal, c'est la calling station, c'est-à-dire un mec qui va vouloir tellement jouer les coups et espérer gagner, aller tout au bout du coup jusqu'à la river, qui va tout payer, même s'il n'a pas un jeu très fort. Donc là, contre ce genre de profil, supposons qu'on a, je sais pas, As-10, sur le flop, il y a As, Valet, 3, ok, on a l'As. On balance au flop, lui, il a même la plus mauvaise paire, il va nous payer. On rebalance turn, il nous paye. On rebalance river, il nous paye. Le mec a vraiment un jeu très faible, ça l'amuse de se dire, il va peut-être gagner. Donc, il paye même avec un jeu faible, et nous, bah, on n'a plus qu'à balancer le plus d'argent possible pour tout prendre. Et ce genre de profil qui veut pas lâcher les mains, même quand il est vraiment pas du tout normalement dans le coup, quoi, avec ce qu'il fait, c'est idéal. Et surtout, la plupart des gens qui ont ce profil-là vont jamais relancer. Donc en fait, si jamais à un moment donné, il récupère un super bon jeu, supposons qu'au début il a la paire la plus basse, une paire de 3, là, quand moi j'ai les As, et supposons qu'il a, je sais pas, Dame 3 et qu'il chope une double paire Dame et 3, en général, quand je remets plus, il va pas relancer. Donc moi, avec la top paire, j'aurais pu être tenté de call, ça relance, mais j'aurais même pas besoin de le faire, puisque c'est un joueur qui va être très passif, qui va se contenter de payer, quel que soit euh, le niveau de son jeu, qui ne va pas penser à relancer, à mettre de pression. Et du coup, bah, là, c'est vraiment l'autoroute. Donc, contre ce genre de joueur, il faut bien analyser si parfois il est capable de se coucher sur les très gros montants. Supposons qu'on ait un pot à 1 euro. Au flop, bon, j'envoie 50 centimes, 70 centimes. Logiquement, si c'est une calling station, il va payer. Après, est-ce que si je mets 1 euro, il va venir aussi? Bah, faut regarder. Si le joueur vraiment est prêt à coller, quel que soit le montant, il faut faire le plus cher possible flop, turn river pour essayer de tout mettre d'ici la river si on pense qu'on va, dans la plupart des cas, gagner le coup. Donc voilà, la petite adaptation, bah, c'est de jouer fort si lui il est prêt à payer quand c'est fort, quoi. Faut surtout pas y aller en douceur, ça sert à rien de check. Et de toute façon, il relance jamais, donc il n'y a pas vraiment de risque à l'agresser, quoi. Deuxième profil, plus marrant, un peu plus foufou,
Ça peut rentabiliser encore plus vite, mais ça peut aussi, bien prendre la tête, c'est le maniaque. Alors le maniaque, lui, c'est un mec super agressif qui va faire, un peu n'importe quoi, et qui va vouloir bluffer tous les coups. Donc en fait, on se retrouve, au flop, il y a un flop à, on va dire, allez, 8 blindes, bam! Il balance un gros pari à 10 blindes. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait?» On se couche, main d'après, pareil, il y a un gros pot, je sais pas, un pot à, 8 blindes toujours, le mec, boum, va mettre 7 blindes, pot d'après, un très gros pot parce qu'on est plusieurs joueurs à 12-13 blindes, boum, il va mettre 13 blindes, il va mettre un pari de la taille du pot, ce qui est quand même, en général très agressif. Et typiquement, boum, un as arrive, il envoie très cher. La couleur rentre parce qu'il y a 3 carreaux, il envoie super cher. Et son plan de jeu, c'est de faire peur. Et dès qu'il y a quelque chose qui fait peur, genre un as sur le flop, une couleur assez évidente, il se dit, bon, je pense que l'autre va pas avoir la couleur, donc il fait super cher. Et ça peut marcher pas mal sur le court terme. Lui, des fois, il fait une session, il part de 100 blindes, il finit à 177 blindes, il a fait peur à tout le monde, il se casse de la table. Ok, bien joué. Mais il faut voir qu'il y a une adaptation à faire pour pouvoir gagner contre ce genre de joueur. Donc déjà, il faut être sûr d'avoir un jeu fort, et ensuite on va accepter toutes ces relances, on va toutes les payer. Donc la première règle, c'est d'avoir un jeu fort. Donc contre un maniaque qui agresse, on va dire très souvent, il vaut mieux avoir top pair avec un kicker correct. Par exemple, si j'ai un as, ça serait bien d'avoir un kicker 9 ou 10. Comme ça, même si lui il agresse avec un mauvais as, on sera devant. Et contre les joueurs qui vraiment bluffent tout et n'importe quoi, tous les coups, des fois, je payais avec deuxième paire. Puisque je me dis qu'il peut très bien avoir rien du tout, quoi. Donc, ça, c'est la première règle, c'est d'avoir du jeu, puisqu'on va payer ses bluffs. Ok. Certaines fois, il aura vraiment du jeu, puisqu'il va pas s'amuser non plus à s'arrêter quand il a du jeu. Supposons que il est sur un jeu roi 10, il n'a pas du tout trouvé son flop, il agresse comme un porc, ça se trouve, à la turn, il va toucher un roi, et il aura une bonne paire, et il va continuer à envoyer, quoi. Donc, quand il envoie beaucoup, la plupart du temps, il a rien, mais certaines fois, il a du jeu. Donc, il faut aussi être capable de se dire, bon, bah là, c'est dommage, je l'ai payé, il avait vraiment du jeu, mais c'était plutôt bien joué, parce que la plupart du temps, il a rien. Donc, avoir un jeu un minimum solide, et faire très attention au montant. Si par exemple, on voit un mec qui a l'habitude d'envoyer quelque chose comme la moitié du pot à chaque fois. Donc sur le flop, il y a 10 blindes, il en balance 5, moi je paye, maintenant il y en a 20, il en balance 10 à la turn. Ok, et je vois qu'il fait ça à peu près tout le temps. Bon, s'il y a un coup où la couleur rentre, et là il balance tout, tiens, d'habitude il fait toujours demi-pot, et là il met all-in. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller le payer avec ma deuxième paire? Bah non. Donc en fait, il y a aussi des maniaques qui vont nous donner un peu des infos, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à agresser fort, mais ils vont faire tapis que si vraiment ils ont du jeu. Alors il y en a qui font tapis avec rien, hein. Donc il faut essayer aussi de deviner un peu ça. Et moi ce que je fais, c'est que si j'ai pas un jeu très fort, je paye pas trop à tapis, je préfère payer des attaques, on va dire d'un montant, voilà, correspondant à peu près au pot ou un peu moins. Donc voilà comment manœuvrer le maniaque, et surtout ne jamais l'agresser. Parce que si lui, on sait qu'il bluffe et qu'on a du jeu, supposons qu'il mette demi-pot, bah, si je lui fais une grosse relance, le mec a rien. Donc, ou il a rien dans la plupart des cas, ça sert à rien, puisque on va le freiner alors qu'il était prêt à nous rebluffer peut-être turn et river. Donc voilà pour ces deux adversaires qu'on a croisés fréquemment ces dernières semaines. Passons à la phase des stats. Donc on arrive sur donc le graphique complet là, 5520, à 57 heures de jeu. Donc quand même, j'ai mis les efforts qu'il fallait. On a joué à peu près 42 heures avec une seule table. C'est quand même beaucoup, hein, il n'y a pas énormément d'action avec une seule table. Et 25% du temps, donc 14 heures, sur deux tables simultanément. Donc je voulais être majoritairement sur deux tables, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est plus dur, parce que il faut être plus concentré, parce que on va faire plus d'erreurs, parce que des fois il y a deux coups importants en même temps. Et j'avais finalement pas assez d'expérience de jeu, on va dire de mois de jeu, pour vraiment être performant à deux tables. Donc je l'ai fait un peu, mais pas tout le temps. Et des fois le jeu à une table avec peu de joueurs, par exemple normalement c'est des tables de 6, et des fois on se retrouve à 3 ou 4, que les joueurs, je commence à bien les connaître, etc. Ça fait longtemps que je les joue, soit dans la session, soit je les ai joués avant. Je vais avoir des bons reads sur eux et vraiment les exploiter à fond, surtout si c'est justement les deux profils d'avant.
ça peut valoir le coup d'être très concentré et à ce moment-là, je vais jouer plus de mains. C'est-à-dire que je vais pas jouer que des mains très serrées, comme par exemple ouvrir, en fin de parole avec au moins roi 9. Peut-être que si j'ai roi 7, je vais y aller. Peut-être que si j'ai un jeu assez faible, genre 6 et 7 assortis, je vais jouer en milieu de parole, et cetera, au cas où je peux faire un énorme coup avec une couleur. Donc du coup, je vais jouer peut-être un peu plus de mains, ce qui fait que sur une seule table, j'ai quand même finalement pas mal d'occasions de faire des bons coups, ce qui reviendrait à peu près au même que jouer deux tables serrées finalement. Et dans ces conditions-là, je me sentais plutôt bien, donc j'ai privilégié le jeu une table. Faut savoir que les pros jouent tous au minimum 4 tables, très souvent 6, voire plus, afin de maximiser leur gain horaire. Mais bon, on n'en est pas là. Donc j'ai fait 110 sessions pendant ce challenge, avec une durée moyenne à environ une demi-heure. La session la plus courte, une seule minute, et la session la plus longue, 1h44. Là, c'est quand même bien trop long, puisque au bout d'un moment, on ne peut plus avoir un focus maximum. En nombre de mains, ça donne 51 mains en moyenne et 169 mains sur la session la plus longue. C'était une session à deux tables qui a certainement duré, c'est soit celle de 1h44, soit une autre qui était au-delà d'une heure. Donc, en termes de sessions, les pires et les meilleures, donc il y a une session où j'ai perdu deux caves. Donc là, c'était quand même bien catastrophique. Comment fait-on pour pas de deux caves? Bah, c'est très simple, puisqu'on part de 100, on peut pas arriver à moins 100, sauf si on le fait en plusieurs fois. Donc par exemple, je perds 5 blindes, je remets mon compteur au maximum, c'est-à-dire que je repaye 5 euros pour remonter, je le refais une deuxième fois parce que je suis retombé à 5, et hop, je suis déjà à moins 10, j'ai mes 100 blindes, et je les perds dans un pot all-in, et voilà, je me retrouve à moins de 100 blindes sur une session. Et le Gamax, c'est celui de ce matin, 247 blindes, merci la perdasse. Ce qui donne en termes de BB100, donc la meilleure session, c'était 1068 BB100, mais bon, sur 5 mains, donc ça n'a aucun sens. Et la pire session, c'était 319 BB100 sur 53 mains. Donc là, on a quand même perdu beaucoup et assez vite. Donc j'ai eu 75 sessions positives et 35 sessions négatives, ce qui donne un taux de session négative d'un tout petit peu moins d'un tiers, donc ça c'est quand même plutôt sympa. C'est bon pour le moral de savoir qu'il y a pas mal de sessions qui vont être positives et ça montre qu'il y a une certaine rigueur et que voilà, je joue à un minimum serré, quoi. Sinon, il y aurait peut-être beaucoup plus de sessions perdantes, peut-être des sessions très gagnantes, mais ça serait peut-être plus près des 50-50. Donc là, c'est assez solide, quoi. Donc le deuxième slide de stats. Donc déjà le résumé des perfs. On a gagné, tous les pots gagnants nous ont rapporté 3076 big blind. Tous les pots perdants nous ont compté 1831 big blind, ce qui nous fait, pardon, une performance nette de 1200 big blind, ce qui fait les 120 euros en NL10, pour 5655 mains jouées jusqu'alors, soit une perf nette de 22 BB100. Donc là, effectivement, on a éclaté les 3 BB100. Attention, peut-être que si je lisse ça, là j'étais à 5000 mains sur 10 000, 20 000 ou 50 000 hein, dans plusieurs mois, peut-être années, ça va se tasser et je vais justement converger vers ces 3 et 4 BB100. C'est difficile à dire. Là, je pense que j'ai eu un très bon run, que l'adversité était plus faible, etc. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que j'ai cette performance impressionnante sur le papier de 22 BB100. Mon niveau intrinsèque peut-être nettement plus bas. Donc le meilleur run que j'ai eu, donc ça c'est les petites stats un peu que j'ai customisées dans mon Excel. J'ai eu un meilleur run avec 465 mains de suite sur que des sessions gagnantes. Donc là c'était l'autoroute, c'était top, c'était parfait pour la confiance, ça a permis notamment de remonter toute la première descente de 4K avec le tilt là. Bon, j'ai regardé rapidement les 5 meilleures sessions représentent 30% des gains, sachant que j'ai fait quand même 70 sessions, c'est assez fort, donc il y a vraiment des sessions clés où là voilà, on a les bons adversaires, on est dans un bon timing, c'est-à-dire qu'on est à la fois bien concentré, assez solide, mais on est prêt des fois à faire le bon bluff, on est prêt à payer même un gros pot si on a les cotes, etc. On est vraiment dans notre A-game et on voit que les adversaires font des bêtises, etc. On reste, on continue, on sans dépasser trop longtemps, sinon on perd la concentration. Mais voilà, il y a des sessions où vraiment
on sent que là, on est bien, il faut y aller, et il faut prendre, faut pas hésiter à prendre 100-150 blindes, ça peut faire la différence. Et donc ces 5 meilleures sessions, on fait 7% des mains jouées, et on va rapporter 30% des gains, donc effectivement, voilà, ça se concentre quand même sur quelques moments clés, et notamment le moment de ce matin où voilà, c'était idéal pour moi d'avoir une paire d'as contre une paire de rois sur deux tapis extrêmement profonds à 200 blindes chacun. Ça fait une énorme différence sur le win rate, donc on est content quand ça se passe comme ça. Ensuite, alors là, stat ultra intéressante pour l'avenir. Si je prends toutes mes sessions supérieures à 1 heure, je pense qu'il y en a presque 10, je suis carrément négatif. Donc la conclusion, elle est très simple, elle est très claire. Quand je joue longtemps, je perds. Alors c'est pas forcément parce que je perds du focus, ça doit jouer, mais j'ai pas eu enfin, de mémoire un effondrement dans les 10 dernières minutes. C'est plutôt quand je suis en tilt que je veux me refaire et que je me dis allez, je continue, je vais remonter, etc. Et qu'en fait, je colle beaucoup trop. Il y a plein de petits pots à 30 centimes qui passent par-ci par-là et que je perds. Et je me retrouve en fait euh, à perdre beaucoup sur ces sessions longues parce que je joue longtemps dans un mauvais état d'esprit. Mais ça aurait pu être 4 sessions courtes dans un mauvais état d'esprit, ça aurait été pareil. Donc, c'est pas forcément jouer longtemps dans l'absolu qui est le problème, même si c'est sûr qu'il faut limiter à 1 heure, voilà, pour la concentration. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup de mal à arrêter les sessions quand ça se passe mal, quand j'ai envie de me refaire. Je me dis, allez, c'est bon, ça me saoule, je vais revenir, je vais avoir une bonne main, mais on peut pas prier pour avoir une bonne main. La distribution des mains, elle est aléatoire, et il faut essayer de jouer longtemps quand on est très en forme, très concentré et très positif dans son état d'esprit. On voit que sur le reste des sessions, du coup, bah forcément, je suis au-dessus de la moyenne puisque je suis à 29 VB100. Et, euh, et donc voilà, donc faut faire très attention à ne pas jouer longtemps quand ça se passe mal, en fait. C'est ça la conclusion. Et également, alors la perf sur deux tables est très moyenne à 3 BB100. Bah là, elle est pile à l'objectif fixé, mais qui était un objectif un peu prudent et pas très ambitieux. Alors que la perf monotable est à 32 BB100. Donc là, vraiment, quand je joue une seule table, bah, je suis beaucoup plus focus, là c'est clair. Bon, l'échantillon de deux tables n'est pas énorme parce que c'était 25% du temps sur une cinquantaine d'heures, donc ça fait quoi, 10 heures de deux tables? Quoique 10 heures de deux tables, ça commence. Donc on voit que effectivement il y a des petits soucis. En fait, c'est surtout quand je lance les deux tables d'un coup. Là, il y a 16 adversaires pardon, 6 fois 2, 12 personnes, donc 10 adversaires à décortiquer, puisqu'il y a 2 mois sur deux tables. Et c'est trop difficile au début pour moi de profiler tout. Et en plus, quand il y a deux coups importants en même temps, j'ai peut-être du mal à prendre la décision optimale à ce jour. Donc, session courte monotable, en général, ça marche pas mal. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est un peu dans une période de doute. Allez, le petit mot de la fin. Donc, premièrement, continuer à étudier. Donc, bah, j'ai énormément étudié toutes les théories du poker, fait pas mal de pratiques du coup en jouant, et pour avoir des bases assez solides sur quelle main ouvrir, à quelle position, quelle main un peu plus forte je suis capable de call, quelle main vraiment très forte je dois relancer pré-flop, euh, dans quel genre de situation je peux bluffer, donc quand j'ai un tirage couleur, par exemple j'ai deux carreaux, il y a deux carreaux sur le flop, c'est le bon moment pour agresser, parce que si jamais il me paye, j'ai peut-être un gros pot avec un énorme jeu qui arrive, etc. etc. Donc beaucoup de bonnes techniques qui sont bien rentrées, mais il faut toujours continuer à étudier. Il faut devenir plus précis dans la définition du range adverse, il faut commencer dans les cas très particuliers à savoir quoi faire. Par exemple, qu'est-ce que je fais s'il y a une doublette qui arrive river, qu'il y a la possibilité d'un brelan ou d'un full, est-ce que je ralentis ou pas, etc. etc. Faire un profiling peut-être plus précis des adversaires. C'est au lieu de juste de me dire, bon, bah, lui il agresse beaucoup, c'est ok, il agresse beaucoup, mais alors il agresse beaucoup. Je l'ai vu souvent mettre une mise égale à la moitié du pot quand il avait rien. Je l'ai souvent vu checker quand il avait du jeu, etc. Des reads plus précis. Et donc, pour pouvoir. Bon, ça c'est l'amélioration globale, mais il faut étudier, il faut continuer à bosser le poker, aller un peu plus loin dans certains détails. Et c'est ça qui permettra de progresser, soit de gagner plus en NLD, soit de monter. Le deuxième point, ne pas être result-oriented. Qu'est-ce que ça veut dire result-oriented? En fait, c'est un concept qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on part du résultat et ça va nous dire si ce qu'on a fait est bien ou pas. C'est totalement faux. Par exemple,
Bon, je vais plagier quelqu'un qu'on a parlé dans une vidéo de poker, c'est pas très grave. On arrive à l'aéroport, on est pile à l'heure, c'est l'heure qu'on avait prévue, nickel, et le vol est en retard. Et là, on se dit, oh, on est débile, on aurait pu venir bien plus tard. Bah non, on n'aurait pas pu venir bien plus tard, puisqu'on ne savait pas qu'il allait être en retard. Ça n'a aucun intérêt de remettre en question ce qu'on a fait à un moment donné, quand on avait certaines données, par rapport aux résultats. C'est exactement pareil au poker. J'ai un jeu tout moisi, j'ai 2 et 7, je fais tapis, le mec me paye avec paire d'as, et il y a 3 7 qui tombent, je fais carré de 7 et je dis oh j'ai super bien joué. Ouais bah non, faire tapis préflop avec 7 et 2, c'est naze. Donc ce n'est pas le résultat d'un coup qui doit définir ce qu'on fait, si ce qu'on fait est bien ou mal. C'est comment dire, il faut étudier tous les paramètres. Si on ne sait pas, on peut essayer de consulter des ouvrages, aller sur des forums, etc. Est-ce que c'était bien joué? Est-ce que c'était bien ça qu'il fallait faire, etc. Il y a logiquement une réponse théorique à peu près toutes les situations. Et il faut toujours se dire, est-ce que j'ai fait le meilleur coup possible et pas est-ce que j'ai gagné le pot? En fait, on s'en fout. Bon, bien sûr, ça fait plaisir. Et là, par exemple, moi, je suis sur 5020 où tout s'est bien passé, je fais des gros gains, je m'amuse bien et tout. Si je me dis, ah ouais, mais je suis un génie, je fais 20 BB 100 parce que je viens de faire 20 BB 100 sur 5020, c'est pareil. Je vais être result oriented alors qu'il y a des éléments de hasard, il y a des éléments voilà, de la période particulière, etc. Ça fait pas du tout de moi un grand joueur de poker. Il faut pas que je regarde le résultat brut et que je me dise, bah, ce que je fais, c'est génial. Non. Il y a certainement beaucoup de choses qui ont été bien, mais il y a pas mal de choses à améliorer, donc il faut continuer. Et il faut toujours se dire quel est le meilleur play possible, et pas oh là là, j'ai gagné, c'est super. Du coup, souvent, on oublie tous les coups qu'on a gagnés par chance, alors qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Et les coups, on a fait n'importe quoi, et si on gagne, on oublie de le remettre en question, etc. On va surtout aller voir les pots qu'on a perdus. Et on va se dire, ah, fait chier, j'avais un bon jeu et tout, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas ça qui est important, c'est de se dire quelle est la meilleure action possible à chaque fois. Ça va un peu avec toujours se remettre en question. Et toujours se remettre en question, ça veut dire si je gagne beaucoup, quelle est la part de hasard, quelle est la part de mérite? Si je perds beaucoup, bah même question. Et du coup, c'est assez dur, mais essayez toujours de voir où on en est, quel est vraiment mon niveau. Là, ça se passe comme ça, mais quelle est vraiment ma part à moi là-dedans, sachant que dans le poker, il y a beaucoup de variance, il y a beaucoup d'aléatoires, mais sur le long terme, en prenant toujours les meilleures décisions, c'est là qu'on va être soit un joueur gagnant, soit un joueur perdant. Donc, ne pas hésiter à se remettre en question. Et petite réflexion personnelle, puisque là ça s'est bien passé, je me dis, est-ce que je vais essayer de monter vers la NL25? Donc là, ça devient autre chose, hein, c'est 25 euros la cave. Si on perd un gros pot, on perd 25 euros. Dans la vraie vie, ça fait un peu mal. Bon, quand on joue ça en général, c'est qu'on a une bankroll adaptée qui nous permet de. Bon, enfin, on a des gains poker qui nous permettent de le faire quand on va pas commencer à jouer son argent à soi, mais on a gagné dans les petites limites et on est capable de monter. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant, ça me plairait, mais est-ce que j'ai vraiment le niveau? Donc c'est ça qu'il faut que j'essaye de voir. Là, ça s'est bien passé, mais l'adversité était encore assez limitée. Il y a eu pas énormément de gens qui m'ont relancé quand moi j'étais en train de pousser un peu fort pré-flop ou post-flop. Et donc il faut vraiment voir. Peut-être que je peux essayer une fois de temps en temps, notamment le samedi soir, de faire une petite séance de NL25 pour voir ce que ça donne, pour le plaisir. Si j'ai un petit peu de bankroll, pourquoi pas. Mais avant de monter, je pense que c'est pas mal de continuer à NL10 encore quelques temps. C'est formateur. Et je pense que, enfin, ce que j'ai compris hein, d'après les forums, la NL25, ça reste encore abordable, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de gens qui vont faire des bêtises, et en étant assez serré, assez tight, on peut enfin assez tight et en jouant beaucoup en value, c'est-à-dire qu'en misant surtout quand on a du jeu, en étant un peu prudent, en se couchant quand on le sent pas, on peut encore réussir à gagner en NL25. Un peu moins, peut-être que le win rate est un peu plus bas, mais on peut y arriver. Et à partir de NL50 et plus, là, on doit, bon, je fais une petite digression, hein, la vidéo s'éternise un peu, on doit équilibrer son jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'habitude, je suis un joueur serré qui agresse quand il a du jeu ou des bons tirages et qui se couche quand il a rien. Et globalement, quand les gens font n'importe quoi, qui vont payer avec rien ou qui vont des fois se coucher dès qu'on agresse un peu, on va être gagnant, c'est mécanique. Vu qu'on va toujours ouvrir des mains fortes, on va assez souvent dominer les autres. Si j'ouvre que des As-10 quand je suis en début de position, bah, tous les As-4, 5, 6, je vais les battre grâce au kicker, etc. Donc, je suis serré et je prends pas de risque, je joue que quand j'ai vraiment des bons jeux. Ça suffit, ça passe. Ok. Peut-être qu'en L25, ça passe encore un peu. En L50 et plus,
il va falloir équilibrer son jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir, sur des situations données, mettre des coups en bluff et mettre des coups en value. C'est-à-dire que des fois, on va avoir un bon jeu, on aura top pair, mais on va pas miser. Et parfois, on n'aura rien et on va miser. C'est-à-dire que ça nous rend illisible vis-à-vis de l'adversaire. Parce que si on mise que quand on a un bon jeu ou un bon tirage, les très bons joueurs vont tout de suite le voir. Et ils vont se dire, ok, lui, il est serré et il joue que quand il est en value. Donc ils vont jamais me payer quand je vais agresser. Et par contre, quand je vais être un peu hésitant, que je vais check, ils vont vraiment me bombarder. Et ils vont tout de suite voir et ils vont surtout me relancer énormément pré-flop, parce qu'ils vont voir que j'ai un petit peu de mal à coller les agressions, et donc ils vont me faire pas mal de 3 bêtes pré-flop. Donc certaines fois où j'aurai des gros jeux, je pourrais payer ou je pourrais relancer encore, mais ça va être très marginal, et par contre ils vont me voler énormément de spots où je serai en fin de parole et je vais vouloir rentrer dans le coup et ils vont me relancer. C'est surtout comme ça que ça se passe, et donc en fait ils vont contrarier mes plans, et je suis, je pense aujourd'hui trop lisible pour jouer à des limites très hautes. Il faut que je sois capable de devenir encore plus illisible, et ça veut dire équilibrer son jeu, et ça veut dire qu'on va pas miser quand on a spécialement du jeu, on va pas se coucher spécialement quand on a rien, donc ça devient un travail d'équilibre assez difficile à trouver, voilà, qui demande pas mal de temps encore. Donc on garde ça en tête et on va voir ce que le destin nous réserve. Sur ce, j'espère que ça vous fait bien marrer de suivre mes aventures. Je pense continuer ce challenge. Là, je suis déjà à 5600, donc et essayer d'amener ça à 10 000 mains d'ici Noël et voir le point. Et là, je suis à 1200 blindes de positif. J'aimerais bien être, bon, allez, à, je sais pas, 1400, 1500 à la fin, c'est-à-dire suivre une courbe d'au moins 3 BB 100. Donc, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.